Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous confier une histoire non pas pour le drame qu'elle contient, mais pour la force silencieuse qu'elle révèle. C'est l'histoire de Marie, une femme qui, à 62 ans, a compris qu'elle finançait sa propre humiliation. Une histoire qui nous rappelle que même après une vie passée dans l'ombre d'un autre, notre propre lumière peut encore jaillir. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez et de quelle région vous m'écoutez. J'aime toujours savoir qui est là à l'écoute. Tout a commencé un jeudi, le genre de journée qu'on oublie avant même qu'elle ne soit terminée. Je venais de finir une double garde à l'hôpital, mes mains sentant encore légèrement le latex et l'antiseptique, cette odeur qui ne quitte jamais vraiment la peau après 40 ans de service comme infirmière. Je me suis arrêtée à la banque car j'avais remarqué une alerte de retrait inhabituelle. C'était une petite somme, pas assez pour déclencher une alarme, mais juste assez étrange pour me trotter dans la tête. L'employé a imprimé le relevé et me l'a glissé sur le comptoir, avec cette politesse professionnelle que j'utilisais moi-même pour annoncer de mauvaises nouvelles aux familles. Mes yeux se sont arrêtés sur un chiffre 5 000 € retiré de notre compte épargne commun. La signature était la mienne, sauf que ce n'était pas moi. Je suis restée là un long moment, le bourdonnement de la climatisation soudain assourdissant. Mon nom, mon écriture avait été décalquée. J'avais déjà vu des contrefaçons sur les formulaires d'assurance de certains patients. L'écriture de mon mari Alain n'était pas parfaite, mais elle était entraînée. Il avait dû penser que je ne le remarquerais pas. Que, après toutes ces années de garde de nuit, j'étais devenue trop fatiguée pour y regarder de trop près. La femme derrière le guichet m'a demandé si je voulais contester la transaction. J'ai répondu que non. Ma propre voix me semblait étrangère, plate prudente. J'ai plié le papier, l'ai glissé dans mon sac à main et j'ai souri comme une femme qui venait de se souvenir de quelque chose d'anodin. Ce sourire est resté sur mon visage jusqu'à la voiture, où il s'est brisé en 1000 morceaux dès que j'ai fermé la portière. J'ai conduit lentement pour rentrer. La fenêtre était entr'ouverte même si l'air était froid. La route entre l'hôpital et notre maison est longue, bordée de champs qui brunissent en automne. Je me souviens avoir pensé à quel point il était étrange que le monde ait l'air exactement le même, alors que tout sous la surface venait de basculer. Quand je suis entrée dans la maison, les lumières de son bureau étaient allumées. Je pouvais entendre le clic discret de son clavier. Il disait toujours que la paperasse l'aidait à se détendre. Je suis restée un moment dans l'embrasure de la porte à le regarder. Le même homme que j'aimais depuis mes 21 ans. Ses cheveux étaient plus fins, ses épaules, un peu voûtés. Mais il portait toujours cette arrogance tranquille, qui autrefois me semblait être de la confiance. Il a levé les yeux un instant, a souri et a dit « Tiens, tu es rentré tôt ». J'ai failli tout lui demander à ce moment-là. Les mots se bousculaient au fond de ma gorge, pressant comme un orage. Mais quelque chose m'a retenu. Peu, être la fierté peu, être l'épuisement ou peu, être qu'une partie de moi savait déjà qu'il ne s'agissait pas seulement d'une signature falsifiée. À la place, j'ai préparé le dîner. Un poulet rôti du riz et les derniers haricots verts du jardin. Il a parlé de son entreprise, de la façon dont les choses commençaient enfin à reprendre. J'ai hoché la tête, gardant les yeux fixés sur mon assiette. Je pensais aux années que cet argent représentait. La maison de mes parents, que j'avais vendue après leurs funérailles. Les économies que j'avais constituées pour notre retraite. Chaque garde supplémentaire que j'avais prise quand il disait avoir juste besoin d'un peu plus de temps pour stabiliser l'entreprise. Après le dîner, il m'a embrassé sur le front et m'a remercié de nous avoir toujours maintenus à flot. C'en était presque comique. Presque. Cette nuit-là, j'étais allongée dans le lit, à côté de lui, écoutant sa respiration lente et régulière. J'ai pensé à la façon dont ma mère me mettait en garde. Ne laisse jamais un homme contrôler ta gentillesse. Il finira par appeler ça un devoir. J'en avais ri à l'époque trop jeune pour comprendre le poids de cette phrase. J'ai fixé le plafond, jusqu'à ce que l'aube y dessine de fines lignes de lumière. Chaque son semblait amplifié. Le bourdonnement du réfrigérateur, le léger craquement du parquet. C'est à ce moment-là que la colère a commencé à monter. Pas une colère sauvage, hurlante, mais une colère calme et délibérée comme de l'eau qui gèle. Le lendemain matin, je suis retournée à la banque. Cette fois, j'ai demandé des copies de toutes les transactions récentes. L'employée, une jeune femme aux yeux doux, a hésité avant de me tendre la liasse de papier.
Vous êtes sûr de vouloir tout voir a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Les premières pages ne montraient que des factures de routine des courses de l'essence. Puis le schéma est apparu. Des boutiques de luxe où je n'avais jamais mis les pieds, des week-ends à l'hôtel en ville, l'achat d'un bijou qui valait plus que notre voiture. Mon mari n'avait pas seulement pris mon argent, il l'avait utilisé pour se construire une vie où je n'existais pas, sauf comme source de financement. Je suis sortie de la banque et je me suis assise de nouveau dans la voiture, fixant la pile de papier sur le siège passager. Les chiffres se sont brouillés alors que les larmes me brûlaient les yeux. J'ai pressé ma main sur ma bouche, essayant de retenir le son qui voulait s'échapper. C'était mi-sanglot, mi-rire parce que, vraiment, comment fait-on le deuil de quelque chose qui respire encore à côté de vous? Je ne suis pas rentrée tout de suite. J'ai conduit jusqu'au parc où mes parents m'emmenaient quand j'étais enfant. Le même parc où Alain m'avait demandé en mariage à l'époque où nous pensions tous les deux que le monde était petit et gérable. Je me suis assise sur un banc face à l'étang pensant à la femme que j'avais été toutes ces années. Obéissante, pragmatique, pardonnant sans cesse. J'avais passé des décennies à soigner les blessures des autres. Je n'avais jamais remarqué l'hémorragie lente à l'intérieur de ma propre maison. Quand le soleil a commencé à se coucher, je me suis levée, j'ai plié soigneusement les papiers et je les ai remis dans mon sac. Mes mains avaient cessé de trembler. La colère s'était transformée en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Ce soir-là, quand il m'a embrassée pour me souhaiter une bonne nuit, je lui ai rendu son baiser. J'ai souri. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. J'ai même ri à ses petites histoires. Et quand il s'est endormi, je me suis levée, je suis allée à la cuisine et j'ai étalé les relevés bancaires sous la douce lumière jaune, ligne après ligne de trahison. Ce n'est pas l'argent qui m'a brisée. C'était l'écriture. La mienne, mais pas la mienne. La preuve qu'il me connaissait assez bien pour m'imiter et assez peu pour penser que je ne le verrais jamais, c'est là que j'ai su. La vie que nous avions construite ensemble n'était plus un foyer. C'était un décor de théâtre et j'avais trop bien joué mon rôle. Je n'ai plus pleuré après ça. J'ai juste commencé à observer. Il y a une lourdeur qui suit la découverte. Pas le choc, pas le chagrin, juste le lent décantage de la vérité. Le matin, après avoir trouvé les relevés, je suis allée travailler, comme d'habitude. J'ai pris des tensions changées des pansements et écouté des patients se plaindre de la nourriture. Mes mains faisaient ce qu'elles avaient toujours fait, mais mon esprit était ailleurs, retraçant le passé, comme une carte cherchant où la pourriture avait commencé. J'avais rencontré Alain à 21 ans encore dans ma blouse blanche d'infirmière encore assez naïve, pour croire que l'amour rendait les gens meilleurs. Il était charmant à l'époque, il parlait comme un homme qui avait lu trop de livres sur le succès qui se croyait différent. Il disait que je l'ancrais. J'avais pris ça pour un partenariat. Nous nous sommes mariés à la mairie. Pas de belle robe, pas de photographe. Je m'en fichais. Ce qui comptait, c'était la façon dont il me regardait, comme si j'étais le calme dans son chaos. Il m'a fallu des années pour réaliser qu'il aimait le chaos. Il préférait simplement que quelqu'un d'autre nettoie derrière lui. Je travaillais de nuit à l'hôpital pour qu'il puisse se concentrer sur ses idées d'entreprise. C'était toujours la promesse. Une fois que ça décollera, tu pourras te reposer. Il me l'a dit à 30 ans, puis à 40, puis à 50. Quand nous avons atteint 60 ans, je savais que le repos était une langue que je ne parlerais jamais couramment. Mes parents m'avaient laissé un petit héritage après leur décès. Rien d'extravagant, juste assez pour rembourser notre maison et donner un coup de pouce à son entreprise. J'en étais fière. Fière de pouvoir nous aider à avancer. Il appelait ça notre filet de sécurité. Aujourd'hui, je comprends qu'il voulait dire son fonds pour la liberté. Je me souviens des débuts de son entreprise. Moi, préparant des sandwichs à minuit, tapant des factures sur notre vieil ordinateur pendant qu'il dormait sur le canapé épuisé par ses soirées de réseautage, je croyais en lui comme je croyais en la gravité. Je pensais que le travail acharné et la loyauté pouvaient maintenir un homme stable. Mais la loyauté est une chose étrange. Quand elle est à sens unique, elle se transforme en aveuglement. Avec le recul, les signes étaient tous là. Les dîners d'affaires qui ne nécessitaient pas de notes de frais, l'intérêt soudain pour les abonnements à la salle de sport, l'eau de Cologne, qui ne sentait pas comme lui mais qui s'attardait sur ses chemises. J'ai tout ignoré, car l'alternative que la vie que j'avais construite
était un mensonge, était trop lourde à porter. On se dit que c'est normal, que tous les mariages perdent leur étincelle, que l'épuisement est la forme silencieuse de l'amour. Et un jour, on se réveille en réalisant que le silence entre vous deux n'est pas la paix, c'est l'absence. Ma fille m'a un jour demandé, quand elle avait 15 ans, si j'étais heureuse. Je lui ai répondu que le bonheur n'était pas quelque chose que l'on poursuivait, mais quelque chose que l'on entretenait. C'était ma mère qui parlait à travers moi. Une femme qui n'a jamais quitté mon père, même quand il passait plus de nuits au bar qu'à la maison. Elle disait « Les hommes deviennent agités, les épouses deviennent patientes. Je suis devenue ma mère sans m'en rendre compte. » Au travail, les jeunes infirmières parlaient de quitter des petits amis qui les trompaient ou des hommes qui n'aidaient pas à la maison. Je les enviais leur certitude, leur refus de tolérer le manque de respect. Mais j'ai été élevée à une autre époque. À l'époque, nous appelions l'endurance du caractère. J'ai commencé à penser à toutes ces années que j'avais passées à lui faciliter la vie. Préparer ses déjeuners, repasser ses chemises, rire à des blagues qui n'étaient pas drôles. Je pensais que c'était ça l'amour. Apaiser ses humeurs, le défendre auprès de mes amis quand il était négligent ou cruel. Il est sous pression, je disais. Il ne le pense pas vraiment. C'est peu. Être la partie la plus cruelle de la dévotion. Elle vous apprend à excuser ce que vous devriez fuir. Cette semaine-là, je me déplaçais dans la maison comme une invitée. Tout semblait pareil, mais le sens s'en était vidé. La photo de mariage sur la cheminée, les cartes d'anniversaire que j'avais gardées, les tasses de vacances que nous avions achetées des années auparavant. Tout cela me semblait être les accessoires d'une pièce de théâtre qui avait déjà baissé le rideau. La nuit, je le surprenais à envoyer des textos un léger sourire aux lèvres. Il détournait l'écran d'un air désinvolte mais délibéré. J'allais me coucher en faisant semblant de ne rien voir, mais à l'intérieur quelque chose de solide se construisait. Pas de la rage ni même de la tristesse, juste une reconnaissance lente et claire. Cet homme ne mérite pas mon chagrin. J'ai commencé à tout noter. Les dates, les montants, les noms des magasins, une vieille habitude de l'hôpital. Tout enregistrait, même ce qui semblait insignifiant. Je cachais les papiers dans une boîte sous le paquet de lessive. Il ne touchait jamais à la lessive. J'ai pensé à le confronter à nouveau. Mais à quoi bon? Il ne ferait que tordre la vérité jusqu'à ce que je commence à douter de ma propre mémoire. C'est ce que font les hommes comme lui. Ils réécrivent l'histoire en temps réel. Un soir, je me suis assise sur le porche avec une tasse de tisane, regardant le soleil descendre derrière les arbres. L'air sentait la pluie et l'herbe coupée. Je me suis souvenue de mon père me disant après les funérailles de ma mère « Tu as trop donné de toi-même et pour ça, il n'y a pas de remboursement. » J'avais levé les yeux au ciel à l'époque, mais je comprenais enfin. Je n'étais pas seulement en colère contre Alain. J'étais en colère contre moi-même d'avoir été si prudente, si dévouée, si polie, pendant que ma propre vie rétrécissait autour de moi. C'est là que je me suis fait une promesse silencieuse. Je ne m'en dirai jamais sa vérité. S'il voulait jouer, je jouerais mieux. À la fin de cette semaine, la tristesse s'était consumée. À sa place, il restait quelque chose de net. Froid, tranchant, inflexible. Les gens pensent que le chagrin arrive comme un coup de tonnerre, mais ce n'est pas le cas. C'est plus silencieux que ça. C'est le bruit de vos propres pas quittant la pièce en réalisant qu'ils ne le remarquent même pas. Il m'a fallu un autre mois avant de dire quoi que ce soit. J'ai attendu non par peur, mais par précision. Je devais être sûre, voir jusqu'où la pourriture s'était étendue. Chaque soir, il s'asseyait dans ce fauteuil en cuir, dans son bureau parcourant ses emails, faisant semblant d'être occupé. Je passais devant une tasse de tisane à la main, feignant de ne pas voir le deuxième téléphone qu'il pensait si bien caché. Je connaissais maintenant le rythme de ses mensonges. Il avait toujours été doué. Jamais le genre à crier jamais cruel de manière évidente. Sa cruauté était plus discrète, enveloppée de charme. Quand je l'ai finalement confronté, c'était pas avec des larmes. J'étais trop fatiguée pour ça. C'était un dimanche matin, j'avais fait des crêpes. Comme il les aimait, j'avais même ajouté des myrtilles. Il était assis lisant le journal fredonnant, le calme avant la tempête. J'ai regardé nos relevés bancaires, ai-je dit, en faisant glisser un papier plié sur la table. Il n'a même pas sourcillé au début, a juste cligné des yeux, puis a souri. « Tu t'inquiètes encore. Il faut que tu arrêtes ça. » Je n'ai pas bougé. « Tu as falsifié ma signature, Alain. » Le papier est resté entre nous comme une arme,
qu'aucun de nous ne voulait toucher. Son regard a vacillé une seule fois puis s'est adouci. Cette fausse tendresse qu'il utilisait quand il voulait me faire douter de moi-même. « Allons, chérie, dit-il, en se penchant en arrière. Tu imagines des choses, tu travailles trop. Tu as probablement vu un ancien retrait et tu as tout mélangé. » Son ton était patient, maîtrisé comme si j'étais une enfant qui confondait les dates sur un calendrier. Cela m'a donné la chair de poule. J'avais passé des décennies à apprendre à désamorcer la colère des patients, à calmer les crises de démence, à garder ma voix égale dans le chaos. Cette formation m'a sauvée à ce moment-là. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je l'ai juste regardé. Tu as acheté des bijoux, tu as séjourné dans des hôtels en ville, tu as utilisé l'argent de mes parents pour ça. Il a ri, il a vraiment ri. Un petit rire qui m'a transpercé. Tu penses vraiment que je gaspillerais de l'argent pour une autre femme? Mon Dieu, Marie, tu perds la tête. Tu regardes trop de séries à la télévision. La façon dont il a prononcé mon nom si condescendante que ça en devenait presque affectueux. Ce rire a résonné dans mes oreilles pendant des jours. Il a tendu la main sur la table à toucher la mienne, comme un homme qui réconforte une personne instable. « Écoute, dit-il doucement, si tu n'as pas confiance en moi, c'est ton problème. Mais ne te ridiculise pas avec des accusations folles. Les gens parlent. » Cette phrase, « les gens parlent », c'était son tir de semence. Pas une menace, pas exactement. Juste un rappel de qui avait toujours contrôlé l'histoire. Je me souviens avoir fixé nos mains, la sienne sur la mienne, et avoir réalisé à quel point mon monde était devenu petit. Chaque choix que j'avais fait au nom de l'amour m'avait façonné en quelque chose de gérable. J'ai retiré ma main. Il l'a remarqué, et pendant une seconde, son sourire s'est fissuré. Quelque chose de méchant a brillé sous la surface. « Tu as changé. » À T, il dit presque sur un ton accusateur. « Peut être, ai-je répondu, peut être que je me suis juste réveillée. » Il s'est levé, m'a frôlé en passant, et a dit par-dessus son épaule, « Ne rendons pas ça dramatique. Tu es trop vieille pour ça, trop vieille. » 2 mots assez petits pour être avalés, mais assez amers pour rester coincés dans la gorge. Il a quitté la cuisine en sifflotant. Je suis restée assise là à regarder l'assiette vide, les crêpes à moitié mangées. Mes mains tremblaient non pas de peur, mais d'une fureur si pure qu'elle semblait saine. J'ai réalisé alors qu'il ne se défendait pas. Il se fichait que je sache. Il aimait me regarder trébucher dans l'incrédulité. Le harcèlement psychologique n'était pas seulement sa défense, c'était son divertissement. Cet après-midi-là, j'ai nettoyé la maison de fond en comble. Pas pour lui, pour moi. J'avais besoin de mouvement de quelque chose pour empêcher mon corps d'exploser sous le poids de tout ce qui n'était pas dit. Chaque coup de balai ressemblait à un petit exorcisme. Ce soir-là, j'ai de nouveau préparé le dîner comme toujours. Il est rentré tard, sentant légèrement un parfum qui n'était pas le mien. Quand il m'a embrassé sur la joue, je n'ai pas tressailli. J'avais déjà décidé quel genre de guerre j'allais mener. Silencieuse, invisible, mortelle, il pensait que j'allais m'effondrer. Il pensait m'avoir brisé. Mais la vérité était plus simple. J'en avais fini d'essayer de réparer un homme qui prenait la pitié pour de la stupidité. Je suis allée me coucher tôt et j'ai fixé le plafond. Mon cœur battait calmement, régulièrement. J'entendais encore son rire dans ma tête, celui qui m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'homme autour duquel j'avais construit ma vie. Et quelque part, entre ce son et l'obscurité, je me suis fait la promesse qu'il ne rirait plus jamais de moi. Pas quand j'en aurais fini avec lui. C'est arrivé dans une enveloppe blanche banale adressée à Alain, mais déposée par erreur dans notre boîte aux lettres. Une chaîne d'hôtels que je reconnaissais en ville, celle qu'il avait un jour prétendue trop chère pour des séjours d'affaires. Le genre d'endroit qui ne louait pas des chambres à la nuit, mais à l'indulgence. Je ne cherchais même plus de preuves, mais la preuve semble-t-il. Il a un sens de l'humour cruel. La facture était épaisse, plusieurs pages, avec des frais détaillés champagne-dîner pour 2 départs tardifs service de spa. Les dates coïncidaient parfaitement avec les week-ends où il prétendait être en réunion avec des fournisseurs. Je me suis assise à la table de la cuisine, la facture étalée devant moi. J'avais passé ma vie à lire des dossiers de patients, à déchiffrer des symptômes à partir de gribouillis et d'incohérences. Ce n'était pas différent, sauf que le patient était mon mariage et le diagnostic était terminal. Le nom sur le registre des clients m'a glacé le sang. Chambre 413, Alain Dubois,
et inviter Émilie Leroy. Émilie. Pendant un instant, mon esprit a refusé de faire le lien. Puis il l'a fait. Comme le flash d'un appareil photo dans une pièce sombre. Émilie travaillait pour nous depuis près de 3 ans. Fraîchement sortie de l'université, brillante, enthousiaste, pleine d'éloges pour le mentorat de M. Dubois. Je lui apportais du café pendant les longues réunions, je lui demandais des nouvelles de ses parents, je lui rappelais de ne pas s'épuiser. Elle me disait tout sourire que j'étais comme une figure maternelle pour elle. C'était une gentillesse, si ordinaire, le genre que l'on donne, sans réfléchir, jusqu'à ce qu'elle se révèle être la porte que vous aviez ouverte à votre propre perte. J'ai ressenti quelque chose d'étrange à ce moment-là. Pas encore de la colère. Juste une incrédulité creuse, comme si on m'avait effacé de ma propre histoire, alors qu'elle était encore en train de se dérouler. J'ai appelé l'hôtel prétextant confirmer une réservation. La réceptionniste a confirmé les dates et a même proposé de réserver à nouveau la suite préférée de M. Dubois. Ma voix n'a pas tremblé quand je l'ai remercié. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas pleuré. J'en avais assez fait des années auparavant en silence, lorsque la distance entre nous avait commencé à grandir. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est le faible bourdonnement de la compréhension, celle qui aiguise le cœur, pas celle qui l'adoucit. Ce soir-là, il est rentré joyeux, parlant d'une opportunité commerciale. Il m'a embrassé sur le sommet de la tête, a ouvert une bouteille de vin et a demandé ce qu'il y avait pour le dîner. Je l'ai regardé se servir un verre, les mêmes mains qui avaient signé la fin de mon héritage, la même bouche qui appelait une autre femme chérie, dans un lit d'hôtel que j'avais payé. Quand il a levé son verre pour trinquer, j'ai dit « Émilie a appelé aujourd'hui ». Il s'est figé juste une fraction de seconde. Le genre de pause que seul un menteur fait avant de trouver son texte. Puis il a souri. « Oh, qu'est-ce qu'elle a dit ?» Elle voulait me remercier, ai-je dit. Elle a dit qu'elle ne serait pas arrivée là où elle est sans toi. Il a gloussé. « Eh bien, c'est gentil. C'est une bonne employée. Elle mérite de réussir. » C'était tout. Aucune culpabilité, aucune lueur de honte, juste cette même aisance mesurée. Le ton d'un homme convaincu d'être intouchable. J'ai hoché la tête lentement et, dans ce minuscule instant, quelque chose a cliqué en moi comme une serrure qui s'ouvre. J'ai tout vu d'un coup. La manipulation, la contrefaçon, la liaison, l'audace de s'asseoir en face de moi en faisant toujours semblant. Il avait construit son royaume sur mon labeur et il pensait que je le remercierais pour la vue. Plus tard cette nuit-là, je suis allée dans son bureau. Il avait laissé le tiroir non verrouillé. L'arrogance encore. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des reçus, même des emails imprimés. L'un d'eux a attiré mon attention un transfert de propriété de l'entreprise. Son entreprise, notre entreprise, cédée à Émilie 6 mois auparavant. Il l'avait fait discrètement pendant que je travaillais de nuit, trop fatiguée pour lire le courrier. Sur le papier, je n'étais rien. Aucune part, aucune signature, aucun mot à dire. Mais il avait fait une erreur. Un petit détail vital. L'acte de propriété du local commercial était toujours à mon nom. Mon nom de jeune fille en plus. Quelque chose qu'il n'avait jamais pris la peine de changer, car comme il l'avait dit un jour, « Ce qui est à moi est à toi ». J'ai fixé ce document pendant un long moment. Puis j'ai tout remis exactement où je l'avais trouvé. Je n'avais pas besoin de le prendre. Pas encore. Quand je suis allée me coucher, il ronflait doucement à côté de moi. J'ai observé le va et vient de sa poitrine me demandant combien de nuits il avait dormi si paisiblement, pensant que je ne regarderais jamais d'assez près pour trouver la vérité. Il avait sous-estimé la seule chose qu'il aurait dû craindre le plus, la patience d'une femme qui a finalement cessé de pardonner. Allongée là, dans le noir, je ne me sentais plus brisée. Je me sentais éveillée. Il pensait que la trahison m'affaiblirait. Mais la trahison a une façon de clarifier les choses, comme de savoir depuis combien de temps vous survivez, au lieu de vivre. Au matin, mon plan commençait déjà à se former. Je ne le confronterais plus. Je ne pleurerais pas, ne crierais pas, ne supplierais pas. C'étaient des cadeaux qu'il ne méritait pas. Non, je prendrais quelque chose de bien plus précieux que la vengeance. Je reprendrais mon pouvoir, un papier, une signature, un mouvement silencieux à la fois. Il y a un calme qui suit la dévastation. Celui qui vient quand on cesse enfin d'attendre que quoi que ce soit réparé. C'est là que j'ai vécu pendant les semaines qui ont suivi. J'allais au travail, je rentrais à la maison,
Je souriais quand il parlait. Il croyait toujours que j'étais la même femme. Fatiguée, prévisible, trop loyale, pour remarquer que le sol se dérobait sous ses pieds. Et c'était peu, être mon avantage. Il pensait que mon invisibilité était ma faiblesse. Il n'avait pas réalisé qu'elle deviendrait mon arme. J'ai commencé petit. Tout plan digne d'être gardé commence en silence. J'ai demandé des copies de nos actes de propriété et des documents de l'entreprise à des fins fiscales. J'ai rendu visite au notaire, qui s'était occupé de la succession de mes parents, un homme plus âgé, qui se souvenait encore de l'écriture de ma mère. Il a semblé surpris de me voir. Et encore plus lorsque je l'ai interrogé sur les transferts d'actifs. Vous songez à mettre à jour votre testament? Athée, il demandait gentiment. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Je veux juste m'assurer que ce qui est à moi ne puisse pas être mal géré. Il a hoché la tête, a enlevé ses lunettes et a baissé la voix. Alors vous voudrez agir discrètement. C'est comme ça que les hommes comme lui manquent leur propre chute. Ils n'imaginent jamais que les personnes silencieuses ont des dents. J'ai souri à cette remarque. Cela faisait longtemps que personne ne m'avait parlé comme si j'en avais encore. Au cours du mois suivant, j'ai commencé à me reconstruire en marge. J'ai rouvert un ancien compte à mon nom de jeune fille en utilisant l'adresse d'une amie de l'école d'infirmière. J'ai transféré de petites sommes jamais assez pour éveiller les soupçons justes, assez pour commencer à créer ma porte de sortie. À la maison, j'ai appris ses rythmes. Quand il vérifiait le courrier les soirs où il restait tard la durée de ses douches, je n'avais plus besoin de le suivre. Je savais exactement qui il était, prévisible, sûr, de lui négligent, comme le deviennent les hommes qui pensent que leurs femmes sont trop vieilles pour tout recommencer. Certains soirs, je m'asseyais à la table de la cuisine avec une tasse de tisane faisant semblant de lire pendant qu'il rédigeait des emails professionnels. Je pouvais voir le reflet de son écran d'ordinateur dans la fenêtre des messages à Émilie tous enrobés dans le langage du mentorat et de la logistique. Je n'avais pas besoin de tout lire. J'avais déjà lu la fin. Puis est arrivé le jour où j'ai découvert qu'il prévoyait de vendre le local commercial, le même bâtiment qui était toujours légalement à mon nom. Il avait déjà trouvé des acheteurs probablement promis une part des bénéfices à Émilie. Les papiers devaient être signés dans 3 semaines. Cela me laissait du temps juste assez. J'ai appelé le notaire, pris un rendez-vous privé et repris la pleine propriété en utilisant l'ancienne clause de l'acte original. Il l'avait négligée parce qu'il n'avait jamais pensé que je prendrais la peine de comprendre la paperasse. Ma fille a appelé ce soir-là. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Elle avait toujours dit que je lui trouvais des excuses. Elle avait raison. Quand je lui ai dit que j'étais en train de faire quelques changements, elle n'a pas demandé de détails, mais il y a eu une pause. Puis elle a dit « Bien, tu as l'air différente, maman. Plus légère, plus légère. » Je n'avais pas ressenti ça depuis des années. J'ai commencé à vider la maison discrètement, un tiroir à la fois. Mes vieux diplômes d'infirmière, les photos que je voulais garder, les bijoux de ma mère, les choses qui me représentaient. Tout le reste pouvait pourrir dans cette maison. J'ai loué un box de stockage à 2 villes de là, payé en espèces, et j'ai commencé à déplacer des cartons quand il était parti. C'était comme être à la fois un fantôme et une architecte disparaissant tout en construisant quelque chose de nouveau. Il m'embrassait toujours pour me dire au revoir chaque matin. M'appelait toujours son roc. Je souriais, lui tendais son café et je pensais « Tu n'as aucune idée à quel point je peux être solide. » Le notaire a appelé 1 semaine avant la vente. « Tout est transféré, » a-t-il dit. « Légalement, vous détenez tous les droits. Il ne peut pas y toucher sans votre consentement. » Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis restée assise en silence. Il n'y avait pas de frisson, pas d'euphorie, juste une immense satisfaction tranquille. Le genre que l'on ressent en refermant enfin une blessure qui est restée ouverte trop longtemps. Ce soir-là, en pliant le linge, j'ai trouvé une de ces chemises chères bien repassées, sentant légèrement un parfum que je ne possédais pas. Je l'ai tenue 1 seconde, puis je l'ai jetée à la poubelle. Sans cérémonie, juste pour clore un chapitre. À partir de là, je me suis déplacée différemment. Mes pas étaient plus légers, mon esprit plus vif. La peur avait disparu. Il pouvait se moquer, me mépriser ou me sous-estimer. Mais il se tenait déjà sur un piège construit avec sa propre arrogance. Un soir, il est rentré en fredonnant s'est servi un verre et m'a dit qu'il pensait faire un petit voyage bientôt. J'ai souri et j'ai dit « Tu devrais ».
Il n'a pas remarqué la petite boîte près de la porte, celle avec mes documents, la dernière chose dont j'avais besoin pour disparaître complètement. Alors qu'il sirotait son whisky, je l'ai étudié. Cet homme à côté de qui j'avais passé 4 décennies, j'ai cherché l'amour que j'avais autrefois, mais il ne restait plus rien, juste la coquille vide de quelqu'un qui avait longtemps confondu mon endurance avec le vide. Quand il est allé se coucher, je suis restée debout, écrivant un court mot que j'ai placé dans ma boîte à bijoux. Pas une confession, juste un rappel à moi-même. Tu ne le quittes pas, tu retournes à toi-même. Je l'ai plié scellé et j'ai emballé mes dernières affaires. À ce stade, le plan n'était plus une vengeance, c'était une reconquête. Et le meilleur, c'est qu'il ne le verrait jamais venir. Pas de la part de la femme qui avait passé toute sa vie à s'assurer que tout se passe bien. J'avais passé des décennies à maintenir son monde en ordre, maintenant j'apprenais à m'en effacer discrètement. Le matin où je l'ai quitté, le ciel était du même gris terne que depuis des semaines. Une lumière douce filtrait à travers les rideaux, calme, sans histoire. J'ai fait du café, comme toujours. La routine m'a apaisée. L'odeur, le goutte à goutte lent, le bruit de la cuillère contre la tasse, de petites choses qui donnaient un sentiment de contrôle. Il est entré dans la cuisine, en traînant les pieds, vêtu de sa robe de chambre, m'a embrassé sur la joue et m'a demandé si j'avais payé la facture d'électricité. Le naturel de la question m'a presque fait rire. Oui, j'ai envie de dire. J'ai payé toutes les factures. J'ai construit tous les murs. J'ai financé tous les mensonges. Mais tout ce que j'ai dit, c'est réglé. Il est parti tôt pour une réunion. Je l'ai regardé de la fenêtre reculée dans l'allée, toujours en fredonnant. Quand la voiture a disparu au coin de la rue, j'ai senti le calme s'installer. Pas la paix exactement, mais la clarté. J'ai agi rapidement. J'ai emballé le reste de mes vêtements, l'alliance de ma mère, une pile de papier important et le mot que je m'étais écrit la veille. Le reste est resté. La maison, les meubles, la vie. Qu'il garde les accessoires de théâtre. À la banque, j'ai retiré tout ce qui m'appartenait de droit. Les fonds de l'héritage, que j'avais retracé les économies qu'il pensait disparues. J'ai fermé les comptes joints un par un. Le directeur m'a demandé si je voulais laisser une adresse de suivi. Non, ai-je dit, il n'y a plus personne qui en ait besoin. Puis je suis allée à l'étude du notaire. La vente du local commercial était prévue pour cet après-midi-là. Il serait là suffisant et sûr de lui. Sauf que le bien ne lui appartenait plus. J'avais déjà signé les documents transférant la pleine propriété à mon nom. J'ai donné à mon notaire l'autorisation finale de le vendre moi-même. Même acheteur, même accord, mais avec un petit amendement. Les fonds devaient être virés directement sur mon compte personnel, celui à mon nom de jeune fille. Quand il réaliserait ce qui s'était passé, ce serait déjà fait. Le trajet pour quitter la ville était lent, presque méditatif. Les champs défilaient dorés et plats, et j'ai pensé à toutes ces années passées à essayer de tout maintenir. Toutes ces nuits où j'avais travaillé pendant qu'il construisait quelque chose pour nous. C'est drôle de voir que finalement c'était moi qui avais tout construit depuis le début. Je me suis arrêtée sur une aire de repos à 2 heures de route et j'ai rappelé le notaire. Hâté, il signait. Ai-je demandé. Une pause, puis un petit rire. Il a signé, a dit le notaire, et puis il a vu les nouveaux papiers. Vous auriez dû voir son visage. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'en avais pas besoin. Le simple fait d'entendre ces mots était suffisant. Le monde retrouvait enfin son équilibre calme et net. Avant de raccrocher, le notaire a dit doucement « Vous avez fait ce qu'il fallait, vous savez. » Je n'ai pas répondu. La justice n'est pas toujours triomphante. Parfois, elle est juste silencieuse. Au moment où il a appelé, j'étais déjà en train de franchir la frontière de la région. Sa voix sur le répondeur était un mélange de confusion et de fureur. « Marie, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu ne peux pas tout prendre comme ça. Rappelle-moi, on peut arranger ça. » J'ai effacé le message. On ne peut pas réparer une maison construite sur le vol. Ce soir-là, je me suis enregistrée dans une petite auberge de bord de route, sous un autre nom. La femme à la réception m'a donné une clé. Et un sourire aimable, le genre que l'on donne à quelqu'un qui a l'air d'avoir enfin décidé de se reposer. Dans la chambre, je me suis assise près de la fenêtre,
et j'ai regardé les phares défiler sur l'autoroute. Le silence m'a semblé étrange au début, presque trop grand. Mais en dessous, il y avait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le soulagement. Plus de deuxième téléphone brillant dans le noir. Plus de faux semblants. Plus besoin d'être la toile de fond stable du chaos de quelqu'un d'autre. Quand je me suis finalement allongée, je m'attendais à pleurer. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste dormi. D'un sommeil profond, sans rêve solide. Le lendemain matin, j'ai transféré les fonds de la vente sur un nouveau compte dans une petite ville côtière où j'avais déjà arrangé la location d'un petit cottage. Ce n'était pas grand-chose. Une chambre des murs blancs, un jardin envahi par la lavande, mais c'était à moi, chaque parcelle. Avant de quitter l'auberge, j'ai envoyé une dernière enveloppe à la maison. À l'intérieur, une seule feuille de papier, le mot que je m'étais laissé des semaines auparavant. Tu ne le quittes pas. Tu retournes à toi-même. Rien d'autre. Pas d'explication, pas d'adresse de suivi. Quand il le trouverait, il serait probablement furieux. Peu, être qu'il appellerait la police peu, être qu'il dirait aux gens que j'étais devenue folle, c'était bien. Laissez-le inventer ses histoires. C'était sa seule véritable compétence. J'ai conduit le dernier tronçon sans musique. Le vent qui entrait par la fenêtre ouverte portait une odeur de pluie et de sel. Quelque part sur cette route, le poids a commencé à se dissiper. C'était pas de la joie. C'était plus léger que ça, plus simple. Juste de l'air qui circulait enfin à nouveau en moi. Au moment où j'ai atteint la côte, le soleil perçait à travers les nuages. J'ai garé la voiture, je suis sortie et je suis restée un long moment à écouter. Les mouettes, les vagues, le murmure de quelque chose de vaste et d'indifférent. J'avais passé 40 ans à attendre la permission de respirer. Ce matin-là, je ne l'ai demandé à personne. Il a fallu des mois avant que j'aie de nouveau de ces nouvelles. L'information est arrivée par une ancienne voisine, le genre qui commence toujours ses appels par des commérages avant les condoléances. Elle a dit qu'Alain traversait une période difficile. L'entreprise s'était effondrée après la vente. La maîtresse était partie et l'argent, le peu qu'il avait réussi à rassembler, avait disparu en frais de justice. Il a l'air plus petit, athée. Elle dit doucement, presque comme si elle le plaignait. Je n'ai pas répondu. Les hommes comme Alain ne rapetissent pas du jour au lendemain. Ils perdent simplement la scène qu'ils avaient construite pour paraître plus grands. À ce moment-là, je vivais sur la côte, dans un petit cottage blanc, à la peinture écaillée avec une terrasse qui donnait sur la mer. L'endroit sentait le sel et la liberté. Et pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer sans calculer qui je devais être ensuite. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une clinique locale quelques matins par semaine. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Quand on m'appelait Madame Dubois, je corrigeais gentiment. « Juste Marie, s'il vous plaît. » J'avais cessé d'appartenir à quiconque sauf à moi-même. Le calme ici n'était pas vide. Il avait une texture. Les vagues contre les rochers, le vent qui fredonnait à travers les cadres des fenêtres, le son de mes propres pensées, qui réapprenaient à faire confiance au silence. J'ai recommencé à remarquer les petites choses. Le poids de ma tasse le matin, l'odeur du café se mêlant à l'air marin, la douleur dans mes mains qui venait de l'usage, pas du désespoir. Il y avait de nouveau de la vie dans l'ordinaire. Un après-midi, une lettre est arrivée. Pas d'adresse d'expéditeur, mais l'écriture était reconnaissable entre toutes. La sienne, toujours soignée, toujours confiante, comme si le contrôle pouvait être invoqué par la calligraphie. J'ai envisagé de la jeter, mais la curiosité est une chose tenace. À l'intérieur juste quelques lignes. Je ne comprends pas comment tu as pu me faire ça. Je t'aimais à ma façon. J'espère que tu es heureuse, maintenant. Aucune excuse, aucune prise de responsabilité. Juste la stupéfaction que son monde ne se plie plus à sa volonté. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai donné au feu. Le papier s'est enroulé et noirci l'encre se dissolvant en fumée. En le regardant disparaître, j'ai réalisé à quel point il était étrange que même son regret parvienne à le placer au centre. Ce fut la dernière fois que je l'ai laissé prendre de la place dans mon esprit. Après ça, la paix a commencé à ressembler à quelque chose de tangible. J'ai planté des herbes aromatiques dans le jardin. J'ai peint la cuisine en bleu pâle. Et j'ai suspendu les tasses à thé de ma mère sur une petite étagère en bois. Parfois, je surprenais mon reflet dans la fenêtre.
des cheveux d'argent, des yeux bleus, calmes des rides creusées par le temps et la vérité. Et je reconnaissais à peine la femme qui me regardait. Elle n'était pas amère. Elle en avait simplement fini. Les gens pensent que la justice est bruyante, qu'elle rugit ou brûle, mais la mienne est venue tranquillement. Elle est venue sous la forme d'un horizon ouvert d'une seule clé, pour une maison qui était la mienne seule, et de matins où la voix de personne ne dictait l'air que je respirais. Je ne le déteste plus. La haine signifierait le porter avec moi, et j'ai déjà porté assez. Il a perdu tout ce qui le définissait, l'argent, la réputation, le contrôle. Et moi je n'ai perdu que l'illusion qu'il avait un jour été digne de ma foi. Parfois sur la terrasse, je pense à toutes les femmes que j'ai connues qui sont restées silencieuses, qui ont confondu l'endurance avec la loyauté. J'espère qu'elles trouveront ce que j'ai trouvé, que le silence peut être à la fois une cage et une arme selon le moment où l'on décide de le briser. La mer continue de bouger marée après marée, ne demandant jamais la permission. J'ai appris à vivre comme elle sans excuse constante entière. Parce que je n'ai pas disparu. J'ai simplement cessé d'exister pour ceux qui prenaient ma gentillesse pour de la faiblesse.